Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Rabat, au Maroc, pour un échange exclusif avec Nicolas Arnaud, qui est le directeur général de Rabat Business School. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibaut, bienvenue à Rabat, qui s'appelle la ville Lumière. Bienvenue au Maroc, qui est un pays qui se développe extrêmement vite, on y reviendra j'imagine. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, on est en Afrique, donc bienvenue en Afrique. Merci pour cet accueil. Nicolas Arnaud, après 20 ans dans l'enseignement supérieur français, à Sciences Po Rennes puis à Audencia, vous avez fait le choix de quitter la France pour le Maroc en rejoignant la direction de Rabat Business School. Pourquoi ce choix ? C'était un choix extrêmement simple. En fait, je n'ai pas quitté la France, j'ai rejoint le Maroc et j'ai rejoint le projet de l'Université internationale de Rabat. L'UIR, c'est une jeune université qui a été créée en 2010, donc qui a à peine 15 ans aujourd'hui. Et la Business School a été l'une des premières écoles créées au sein de l'université. Et c'est une université et une Business School qui se développe extrêmement rapidement, à l'image du Maroc. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 2700 étudiants. Donc c'est un projet extrêmement stimulant, et avec l'idée de porter encore plus loin ce projet de développement de l'université et de sa Business School. Justement, vous l'avez déjà un peu mentionné, mais est-ce que vous pourriez nous représenter plus largement ce qu'est Rabat Business School, la grande école de l'Université internationale de Rabat ? Alors RBS, comme on l'appelle ici, eh bien c'est environ 2700 étudiants sur les 9000 étudiants de l'Université internationale de Rabat. Donc vous voyez, en 15 ans, on est passé de 160 étudiants la première rentrée en 2010 pour toute l'université à près de 9500 dorénavant. Donc le projet de l'UIR et le projet de RBS, qui sont extrêmement liés, c'est déjà d'être extrêmement orienté sur le monde académique et sur la recherche. C'est un projet également de reconnaissance internationale qui est porté finalement par le gouvernement marocain et même par le roi, qui a posé la première pierre de l'université en 2010. Donc le projet de l'université, c'est de développer l'enseignement supérieur au Maroc, aux standards internationaux. Donc RBS est déjà accrédité ICSB. On est en process pour EQUIS et puis on a déjà pris rendez-vous pour AMBA pour 2026. Donc voilà, c'est un projet extrêmement stimulant de contribuer au développement de ce pays qui se développe encore une fois extrêmement rapidement. Donc un objectif affiché d'une triple accréditation dans les prochaines années ? Oui, très clairement. Très clairement, l'objectif c'est d'être la première école triplement accréditée au Royaume du Maroc, d'être la 5e en Afrique. Et donc de pleinement mesurer et développer ici au Maroc une école aux standards internationaux. Et d'ailleurs, quelque part, on y est déjà un peu, parce que quand vous êtes accrédité ici ISB, vous faites partie des 5% des business schools mondiales à l'aide, que vous êtes rentré dans le classement du FT depuis 3 ans, et que vous êtes passé de la 86e position à la 32e position en 2024, vous êtes déjà une école de référence internationale. Mais il y a encore beaucoup à faire, c'est extrêmement stimulant, l'environnement, vous le voyez, est superbe, et les équipes sont de grande qualité. Vous l'avez dit Nicolas, parlez-moi un peu plus de ce campus verdoyant dans un écrin de verdure. Alors vous êtes ici sur un campus avec 5 grands bâtiments qui sont globalement tous les mêmes, qui accueillent donc un collège de santé, un collège de sciences sociales, une école de sciences politiques, de droit, des écoles d'ingénieurs et des écoles d'architecture, un hôpital également est en cours de finalisation de construction et puis la Business School. C'est une capacité d'environ 11 000 étudiants, on y sera d'ici 3 à 5 ans environ. Et donc au milieu de ces bâtiments académiques, eh bien, vous avez, vous le voyez, un campus absolument magnifique, verdoyant. En plus là on est au printemps, donc vous n'avez pas l'odeur, mais vous avez au moins les images. Et donc vous avez sur place un terrain de foot, une piscine olympique, un gymnase, vous avez un lac également qui permet d'irriguer cette nature que vous voyez. Et effectivement au quotidien, en plus du ciel bleu, vous avez également ce parc et ce jardin marocain finalement. Et donc ça contribue pleinement à l'épanouissement des étudiants, parce que c'est vraiment un campus incomparable au Maroc. Et j'en connais pas beaucoup équivalents dans le monde entier, même si j'ai pas fait tous les campus du monde. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'Université internationale de Rabat. On est sur un campus où il y a d'un côté le CHU qui est en construction, une université de santé, une école d'ingénieurs habilitée CTI. Parlez-nous un peu de cet écosystème vertueux, si je puis dire, notamment sur les questions de recherche et pour les étudiants. Alors, on est effectivement dans un projet qui a vu le jour au milieu des années 2000, donc porté par le président fondateur Nourdine Mouadib, épaulé à la fois par le gouvernement français, mais bien évidemment beaucoup par le gouvernement marocain. Il faut avoir en tête que le projet de l'UIR, c'est la première université privée dont les diplômes sont reconnus par l'État marocain.
un peu l'équivalent effectivement de la CTI ou de la CEFDG pour les écoles d'ingénieurs ou les écoles de management français. Donc c'est un projet encore une fois extrêmement singulier et dès l'origine orienté recherche, excellence et académique. Donc ça positionne quand même l'ambition et en tout cas la qualité de cette ambition. Aujourd'hui, je crois que l'UIR, c'est l'université en Afrique qui dépose le plus de brevets. Donc cette logique d'innovation et d'excellence, elle est aussi extrêmement concrète. L'université a été primée récemment en Suisse sur les prix de l'innovation au niveau international. Et donc, au-delà de cette dimension d'excellence académique, il y a cette idée d'avoir un campus éco-responsable. Là, ce que vous peut-être apercevez derrière, c'est une grande allée qui fait 500 mètres avec uniquement des toits constitués de panneaux solaires. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de la consommation électrique qui est autoproduite finalement sur campus. Vous avez des jardins à la marocaine absolument partout. Vous avez un lac qui permet également d'être utilisé pour irriguer cette verdure que vous voyez. Donc voilà, on est sur un projet hyper qualitatif. Et moi, la première fois que je suis venu ici, c'était en 2018. Il n'y avait qu'un seul bâtiment. Le campus et la verdure étaient en partie là. Et je suis arrivé l'année d'après, il y avait trois bâtiments de plus, dont celui de la Rabat Business School. Qui est, vous le verrez, extrêmement bien équipé, salle Bloomberg, innovation pédagogique. C'est un campus qui n'a rien à envier aux meilleures écoles internationales. Merci Nicolas. Depuis votre arrivée en tant que directeur de Rabat Business School, quels sont les atouts que vous avez identifiés, pour parler simplement, en comparaison des grandes écoles françaises ? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, RBS, au-delà du classement FT que j'évoquais, depuis 3 ans également, on est l'école en Afrique qui produit le plus de sciences, donc d'articles dans les meilleures revues internationales. Connaissant bien un certain nombre d'écoles françaises, puisque vous les mentionnez, je peux vous assurer qu'on produit avec 2 à 3 fois moins d'enseignants-chercheurs, à peu près autant de sciences que des écoles du top 10. On est une école également extrêmement internationalisée, avec plus de 22% d'étudiants internationaux sur campus, et ça, on augmente de 10% environ par an. Donc on devrait atteindre les 30% d'ici 3-4 ans, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Donc effectivement, à maintes égards, finalement, cette école, qui est une jeune école encore une fois, et certes on n'est pas encore triplement accrédité, j'espère que ça le sera dans un avenir proche, mais on est une école qui est un équivalent top 10 ou à l'entrée du top 10 des écoles françaises que vous connaissez bien. Nicolas Arnaud, quels sont les principaux éléments de votre feuille de route? Qu'est-ce que vous allez impulser au sein de Rabat Business School? Alors, premier élément de la feuille de route, c'est d'être déjà dans une logique de consolidation. La consolidation, c'est important parce qu'on est sur une école qui a grandi extrêmement vite. Il y a à peine 5 ans, on était à peine 1500 étudiants dans l'école. Aujourd'hui, on est 2700, on devrait être 3000 à la rentrée prochaine. Vous voyez, cette hyper croissance des étudiants, mais aussi du personnel administratif et des enseignants-chercheurs. On est passé d'environ 30 enseignants-chercheurs à 70 enseignants-chercheurs. Donc là, il s'agit de consolider l'existant. Et en même temps d'être dans une logique, non pas d'accélération, parce que l'école a été déjà extrêmement vite, mais de montée en gamme. Depuis que je suis arrivé, on a un peu revisité par exemple notre réseau de partenaires internationaux. On est aujourd'hui à 110 partenaires, donc 90% d'entre eux sont accrédités et environ 30-35% sont triplement accrédités. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à 50% de triple accrédité dans les années qui viennent. Et on a déjà fait une bonne partie du chemin, puisqu'on a signé avec environ une dizaine d'écoles européennes, mais aussi asiatiques, qui sont toutes des écoles triplement accréditées que vous connaissez bien. Je parle pour la France, par exemple, de l'EDEC, je parle de l'EM Lyon, je parle de HEC Lausanne en Suisse. Une autre école que j'adore, de par le projet pédagogique, c'est Copenhagen Business School au Danemark. Et donc vous voyez, toutes ces écoles qui sont des écoles quasiment centenaires, si ce n'est plus, eh bien, ont accepté de signer avec nous pour rentrer en tout cas et apprendre à se connaître dans une logique de mobilité. Et avec certaines d'entre elles, ça va aller un peu plus vite qu'avec d'autres, puisqu'on parle déjà de double diplôme dans les mois qui viennent. Au-delà de ces accords extrêmement prestigieux, il faut se dire que nous, on n'est pas triplement accrédité, on a 15 ans, on a uniquement ICSB, même si ça va vite et on est ambitieux. Eh bien, on a revisité également des accords dans lequel soit il n'y avait que de la mobilité sans double diplôme, soit il y avait des doubles diplômes et c'était payant, même à tarif négocié, et on a réussi à les renégocier à tarif soit gratuit ou encore un peu plus faible. Donc aujourd'hui, en fait, on peut proposer à des étudiants d'aller en mobilité ou en double diplôme dans les meilleures écoles du monde. Et donc c'est absolument fabuleux, il n'y a pas d'équivalent
au Maroc. C'est un projet tout à fait singulier et qui va assez vite, mais en fait c'est réjouissant. Moi qui aime bien que les projets avancent et qui aime bien avoir un impact sur le devenir des organisations dans lesquelles je peux travailler, eh bien en tous les cas, en 7-8 mois, je suis absolument ravi. Un développement intensif, assumé, avec aussi l'ambition d'aller chercher le défi français. Alors effectivement, quand vous êtes, on a déjà d'ailleurs des candidats depuis quelques années qui viennent d'Europe et de France. On a lancé en septembre 2024 un triple bachelor avec 2 écoles de top niveau, qui est un parcours également transcontinental. Donc ses partenaires, c'est l'IESEG à Paris et c'est HEC Montréal au Canada. Et donc le modèle, c'est un modèle de niche, on a 30 places, première année à Rabat. Et en fait, la France et Montréal recrutent également dans leur pays pour nous envoyer des étudiants première année à Rabat, deuxième année à la Défense à l'IESEG. Et donc l'IESEG commercialise sur tous les salons parisiens et français ce programme qui est absolument inédit. Et puis HEC Montréal fait de même. Donc on est sur un parcours transcontinental. Donc forcément, quand vous avez une offre comme celle-ci, avec de très belles institutions, que vous avez des écoles d'ingénieurs reconnues par la CTI en France, qui est aussi, qui démontre la qualité du projet, eh bien vous êtes dans une université, quand bien même la plupart des enseignements, en tout cas dans la business school, tout est en anglais. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a des tracks anglophones et des tracks francophones. Eh bien, vous êtes dans un espace qui peut très largement attirer des étudiants européens et des étudiants français. Donc c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir. Et encore une fois, je suis convaincu du projet pédagogique. Et quand on voit les classements, quand on voit le campus et quand on voit la rapidité à laquelle le Royaume et le Maroc se développent, c'est clairement the place to be pour se former et pour contribuer au développement d'un écosystème. Nicolas Arnaud, vous l'avez mentionné, donc il y a un triple programme d'une part. Est-ce que vous pourriez peut-être nous refaire un peu un point d'étape sur les grandes formations proposées à RBS ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 2 programmes post-bac. On a cet International Triple Bachelor, donc avec l'IESEG et HEC Montréal. Notre programme historique, c'est un bachelor en 3 ans qui s'appelle International Program in Management. C'est un programme qui est accessible post-bac, sur lequel on a environ 20-25% d'étudiants internationaux. Vous pouvez choisir soit de tout faire en anglais dès la première année, soit d'y aller pas à pas, mais dans tous les cas, la dernière année, pour tout le monde, est en anglais. Donc beaucoup d'accords de mobilité que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de doubles diplômes pour ce programme historique. On recrute environ 600 étudiants en première année de ce programme. Ensuite, on a 9 masters. Alors, on a 8 masters en 2 ans sur les grandes fonctions de l'entreprise, donc sur la finance internationale, sur le contrôle et la comptabilité. Et d'ailleurs, on va obtenir les équivalences du DSCG français d'ici peu. Enfin, c'est déjà signé, il suffit simplement de le mettre en œuvre dorénavant. On a un programme en ressources humaines, on a un programme en marketing digital. On a un programme en commerce international qui est d'ailleurs le programme qui contribue très largement au rayonnement de l'école puisque c'est celui qui est classé dans le classement du Financial Times. Et puis on ambitionne d'essayer de faire rentrer notre jeune programme International Finance d'ici 2-3 ans. C'est à peu près le temps nécessaire pour pouvoir y prétendre. Et puis on a un programme grande école, c'est un peu l'héritage français, sur lequel on recrute post-bac plus 2 sur des classes prépa, et également des admissions parallèles à niveau bac plus 2 et donc également à niveau bac plus 3. Après, on n'est pas dans un programme grande école qui est dimensionné comme les écoles françaises, et notamment de celles que je connais très bien de par mes anciennes fonctions au CIGEM. On est sur un programme qui fait environ 50-60 étudiants par année. Donc du coup, c'est hyper quali, c'est hyper sélectif à l'entrée. Et l'enjeu, ça va être de le faire grandir un peu, mais finalement pas plus que ça, parce qu'on est plutôt finalement une école post-bac. Par nature, et ça répond pleinement aux attentes de tous les lycées étrangers au Maroc, qu'ils soient français, espagnols, britanniques ou américains. Et donc on recrute finalement tous ces jeunes bacheliers ou équivalents de ces différentes missions internationales dans l'école et dans le programme post-bac qui s'appelle IPM. Si on fait un peu de projection en 2030, où est-ce que vous voyez RBS, que ce soit dans le FT et puis même en termes de taille Alors effectivement, horizon 2030, on devrait être autour des 4000 étudiants participants. Donc vous voyez qu'on va être sur une croissance
une croissance tout de même d'environ 30%, mais qui, en taux de croissance annuel, finalement, va être un peu plus modéré que ce qui a été fait les années précédentes. Encore une fois, avec logique de consolidation, et aussi parce qu'ici, sur ce campus à Rabat, on va, d'ici 3-4 ans, être à peu près au maximum de notre capacité d'accueil. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'université ouvre un campus à Marrakech à partir de 2026. Et pour les programmes de Rabat Business School, ce sera probablement plutôt 2027. Et on va développer à la fois des programmes qui fonctionnent très bien, notamment le programme Bachelor, et puis des programmes de spécialisation dédiés au territoire de Marrakech. Donc en fait, 2030, environ 4000 étudiants participants. On a déjà une formation continue qui pèse environ 8% de notre chiffre d'affaires. Et là, c'est pareil, je ne connais pas beaucoup d'écoles qui ont une formation continue, qui en plus à 3 ans chez nous, qui ont une formation continue à hauteur de 8-10% de leur chiffre d'affaires. Donc on va essayer de monter un peu gentiment cette FC à environ 11-12% dans les années qui viennent. On espère en 2030 être triplement accrédité, même peut-être on peut croiser les doigts pour que ce soit un peu plus tôt que cela. Et puis au niveau du classement FT, honnêtement c'est déjà, j'allais dire presque une anomalie qu'une école africaine, on est la seule école africaine et du Moyen-Orient à être classée depuis 3 ans dans le FT. Donc à certains égards c'est une anomalie. Si on peut progresser, bien évidemment, on va pas refuser. Après, honnêtement, si on reste autour du top 50, c'est déjà une belle position. Quand je vois les écoles françaises ou les écoles qui sont juste devant nous ou derrière nous au niveau international, top 50, c'est très très bien. C'est absolument fantastique. Il y a beaucoup d'écoles qui rêveraient d'être dans le top 50. Donc voilà, on ne va pas avoir un excès d'ambition. Par contre, on va essayer de développer également notre signature pédagogique. On est en négociation notamment avec Harvard Business Publishing, pour être peut-être le référent africain de cette grande maison d'édition adossée à cette grande université. Donc voilà, vous voyez, on a des projets très quali, on a de l'ambition, mais en même temps on essaie d'être assez raisonné dans notre ambition. En tous les cas, clairement, on a envie de faire progresser l'école de différentes manières. Je voulais qu'on termine notre échange, Nicolas, avec un regard davantage tourné sur les questions de géopolitique. En ce moment, l'enseignement supérieur dans le monde et la recherche sont confrontés à une certaine remise en question. Quel est, vous, votre regard en tant que directeur général d'une école marocaine? Alors effectivement, on voit bien que cette géopolitique, mais aussi la question démographique est un sujet, on va dire, dans les pays occidentaux. Quand vous voyez qu'en Europe, effectivement, la démographie, comme aux États-Unis d'ailleurs, j'étais à Boston et à Harvard il y a quelques mois, on voit bien que la démographie est baisse, donc on voit bien que tous ces établissements privés qui dépendent fortement des frais de scolarité font face à une vraie difficulté, un vrai challenge, alors même que ces mêmes établissements ont beaucoup investi dans leurs infrastructures. Donc avec des charges qui ont augmenté, des masses salariales qui ont aussi très largement augmenté, et en même temps une baisse, en tous les cas un resserrement ou une tension du marché qui était prévisible. Moi depuis 5-6 ans, ne serait-ce qu'en France, on voyait bien que la pyramide des âges, très simplement, faisait qu'en 2025, la démographie allait se retourner et ne revenait pas. Donc ça faisait partie des paramètres que, en tout cas, moi j'avais clairement en tête. Donc effectivement, on voit bien la démographie d'un côté, la géopolitique de l'autre sont des sujets. Après, vous savez, au Maroc, la démographie est excellente. Taux de croissance de l'enseignement supérieur privé, c'est environ 8-10% par an. Quand on est au Maroc et en Afrique, la question de la mobilité estudiantine, ça reste quand même un défi. Par exemple, on a des étudiants marocains ou africains issus d'Afrique subsaharienne qui, pour aller en France aujourd'hui, ça va très bien, pour aller en Angleterre, ça va très bien, pour aller en Allemagne, les temps et les délais nécessaires pour avoir un rendez-vous sont un peu challengeants chez nos amis allemands. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui peut sembler extrêmement naturel en Occident et en Europe, cette hypermobilité, même si on a vu que le Brexit quand même a un peu bougé deux, trois choses, quelque part ça reste un défi en fait quand on est au Maroc. Donc j'ai envie de dire que les établissements, allez, on va dire occidentaux, d'Europe et de France, pourraient être un peu plus embêtés que ce qu'on peut être nous au Maroc. Et je pense même plutôt que le Maroc en fait est en train de devenir une destination à la mode. On voit bien tous les accords. On a accueilli dans l'amphithéâtre de RBS le président Macron en octobre dernier. Beaucoup d'accords ont été signés, les relations
franco-marocaines sont absolument parfaites actuellement. Ça se développe très vite. Le Maroc va accueillir en 2030 avec le Portugal et l'Espagne la prochaine Coupe du Monde. Il y a une vraie ambition du gouvernement marocain et du roi de faire de Marrakech, du Maroc, la place de destination touristique de luxe qui va devenir encore plus à la mode qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de ces 2-3 dernières années, ça va très très vite. On est sur 10-15% de croissance du tourisme, et notamment des États-Unis et notamment de Chine, ce qui sont des signaux importants parce qu'on sait très bien que les pouvoirs d'achat sont extrêmement élevés là-bas, et ils viennent en fait dorénavant au Maroc. Au-delà de bien évidemment tous les investissements dans les infrastructures. Ouais, finalement, enfin, en conclusion, on voit bien que le Maroc se développe très vite, c'est en train de devenir la destination à la mode. On a aujourd'hui des Chinois, des Anglais, des Américains qui nous contactent pour accueillir leurs étudiants. Et donc ça est encore une fois extrêmement réjouissant et même revigorant parce qu'il y a une vraie énergie. Au Maroc, il y a une vraie énergie dans la salle de classe, les étudiants ont une vraie énergie et sont extrêmement fiers de contribuer à leur niveau au développement de cette école. Donc plutôt confiant sur l'avenir de l'enseignement supérieur, en tout cas marocain et pour Rabat. En tout cas, extrêmement confiant du projet de l'Université internationale de Rabat. Et comme je le disais quand j'ai été interviewé au moment de la sortie du classement du FT là, en septembre-octobre, j'espère qu'il y a encore d'autres écoles qui vont, entre guillemets, copier Rabat Business School au Maroc, parce que plus il y aura de belles écoles au Maroc et en Afrique, plus largement, plus ce territoire forcément va se développer, va rayonner au niveau international. Donc ce sera une belle nouvelle pour tout le monde. Merci Nicolas Arnaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cet épisode un peu particulier puisqu'on se trouvait à Rabat au Maroc. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.